Niobé ont été violemment combattus. Mais je peux vous dire qu'il y a une victoire des vaincus. La victoire des vaincus, c'est quand les idées qu'ils ont proférées continuent à prospérer 50 ans après leur mort. Et en ce qui concerne Laurent Gbagbo aussi, il y a une victoire des vaincus. Parce que lorsqu'on a vu le parcours et combien il a été combattu, pas par les Ivoiriens spécialement, mais il a été très combattu par la communauté internationale qui a diabolisé, mais alors au maximum, Laurent Gbagbo, au point d'effacer absolument tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, notamment au nord, où il y a eu beaucoup de massacres dont personne ne parle, après le 19 septembre 2002, où par exemple Laurent Gbagbo n'a jamais mis en prison ses adversaires politiques, à commencer par Ouattara. On a vu lorsqu'on a chassé Gbagbo du palais, comment son porte-parole Désiré Tagro a été froidement blessé par balle. On a vu la torture, on a vu des tas de choses qui ne sont pas du domaine de ce que Laurent Gbagbo a pu faire à ses adversaires politiques. Et c'est en cela que lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé à partir de ce fameux 11 avril 2011, on commence à comprendre que c'était vraiment la communauté internationale qui en voulait à un homme. Pas plus, pas forcément les Ivoiriens comme vous le dites, parce que laisser un tapis de mort, tel que ce qu'on a vu sur les photos pour un individu, vous savez, c'est comme le jugement de Salomon. Deux femmes se disputent un enfant et on dit, bon, on va le fendre en deux, on va donner une moitié à chacun, et celle qui est la mère de l'enfant dit non, vaut mieux le prendre vivant. Si je le donne à l'autre. Oui. Si vous permettez, cher confrère, je crois qu'on va sortir des incantations. Non, attendez. J'aimerais, non, avec tout le respect, Henriette, j'aimerais réellement que, on peut se tutoyer, on est des confrères. Alors, merci. J'aimerais réellement que nous venions à mon documentaire et aux faits. Et qu'est-ce qu'il dit? Mon documentaire, je n'ai pas fait un documentaire, je vais préciser, sur toute la crise ivoirienne. Et si réellement on s'attendait à voir sur ce plateau... Mais toi, tu traites tes compatriotes de sots et d'excités. J'arrive en réalité, avec le respect. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas fait un documentaire sur toute la crise ivoirienne. J'ai fait un documentaire, portrait sur Laurent Gbagbo, sur ses 10 années de règne. Je ne me suis même pas intéressé. Je me suis intéressé à l'homme d'État. Donc, je veux qu'on vienne aux faits. C'est très bien de dire Laurent Gbagbo a tenu des discours, il n'a pas tenu des discours, ses idées vont continuer à prospérer après. Mais bien sûr qu'elles vont prospérer. Je l'aurais souhaité moi aussi. Tu n'y pourras rien. Je viens, Ariel. Je viens. Donc je l'aurais souhaité moi aussi que Laurent Gbagbo ait eu des idées qui vont prospérer. Moi je parle sur des faits. Le documentaire, qu'est-ce qu'il dit? Le panafricanisme, est-ce que Laurent Gbagbo l'était? Moi, mon documentaire, en se basant sur les faits, il dit non, il ne l'a pas été. Je vais vous dire pourquoi, Henriette. Un panafricaniste, on les connaît. Laurent Gbagbo n'a pas créé le mot panafricanisme. Vous savez ce qu'ils font les panafricanistes? Non plus, je vais vous dire, non, justement, je vais vous dire ce qu'ils font les panafricanistes, puisque nous les avons connus dans l'histoire de l'Afrique. Kwame Nkrumah, Modibo Keïta du Mali. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont inscrit dans leur constitution qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts à renoncer à tout parti de la souveraineté de leur pays au profit de la construction de l'État africain. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous connaissez, vous, Ariel? Est-ce que vous connaissez, vous, Ariel? Bon, vous pouvez vérifier. Est-ce que vous savez, vous? Non, pas que je vérifie, je connais bien le régime du Ghana. Est-ce que vous savez, vous, Ariel? Vous savez, un seul acte législatif qui permettrait d'affirmer que Laurent Gbagbo avait la préoccupation de l'unité africaine. Est-ce qu'il a eu... Attends. Vous connaissez la Côte d'Ivoire. Je vous sème plus intelligente que ça. Mais attends, vous voulez dire qu'il n'a pas eu le temps? Non, attends, arrête de me prêter ce genre de truc. Vous dites qu'il n'a pas eu le temps? Attends d'abord. Attends que je te parle. Laurent Gbagbo a aidé beaucoup de partis qui étaient dans le comité Afrique de l'international socialiste. Ça, tu ne le sais peut-être pas. Il n'a pas eu le temps. Laisse-moi parler. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Donnez-moi des actes, des faits. N'aie pas peur. Allez-y, donnez-moi des faits. Bon, donc, je te dis que Laurent Gbagbo a aidé financièrement et matériellement beaucoup de partis qui étaient dans le comité Afrique de l'international socialiste, c'est-à-dire des partis progressistes. Et que Laurent Gbagbo était de cœur un panafricaniste. Maintenant, ce n'est pas parce que
on n'a pas mis ça dans la Constitution. La Constitution sur laquelle Laurent Gbagbo a été élu date de 2000. C'est cette fameuse Constitution où tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire sont allés à Yamoussoukro pour faire ce projet commun où il y a eu tout un débat sur et où l'Ivoirien qui est de père et de mère, ou bien de père ou de mère, qui pourrait être candidat. Et donc, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas dire que Laurent Gbagbo n'a pas été panafricaniste parce qu'il n'a rien mis dans la Constitution. Laurent Gbagbo avait d'abord Henriette, moi je parle sur des faits. Mais attends, vous me parlez sur des choses que personne ne peut vérifier. Vous me dites qu'il a financé. Les faits, ils sont là. Est-ce que pendant 10 années, Laurent Gbagbo, qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, a fait voter une seule loi panafricaniste? Il ne pouvait pas changer. Mais pour quelle raison? Ça, c'est le premier acte. Vous n'en avez pas. On est d'accord, vous n'avez pas un fait. 10 années au pouvoir, il a la majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas fait voter une seule loi panafricaniste. Je vais vous donner un autre fait. Est-ce que vous savez-vous combien de Burkinabés ont été assassinés sous le règne de Laurent Gbagbo? Ce n'est pas des Africains, les Burkinabés? Qui t'a dit que Laurent Gbagbo a assassiné des gens? Vous n'avez pas il a donné l'ordre. Attendez, il a donné l'ordre. Je vous parle des personnes assassinées sous le règne de Laurent Gbagbo. Et dans mon documentaire, Henriette Ekoué, vous allez voir le jour où vous le verrez. Dans mon documentaire, Laurent Gbagbo en personne a donné des ordres qui font froid au dos. Lesquels, par exemple? Je vais vous donner l'exemple. Laurent Gbagbo, dans mon documentaire en public... Et Ben Soudan n'arrive pas à retrouver ces images. Mais écoutez, madame, je ne les ai pas, je vais vous le dire. Pourquoi Ben Soudan ne les retrouve pas? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Laurent Gbagbo, dans mon documentaire, et les Ivoiriens connaissent les images dont je parle, il le dit. Il dit ceci devant les CRS. Et vous êtes d'accord avec moi? Les CRS. Il est sorti du palais pour voir les CRS. Je viens. Les CRS ne parlent pas. Les CRS, ce n'est pas une troupe combattante. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une troupe de maintien de l'ordre. Laurent Gbagbo dit aux CRS, votre mission, ce n'est pas une mission d'analyse. Vous n'avez pas un rôle d'analyse. Il dit, vous n'êtes pas des juges. Vous n'avez pas à rechercher des circonstances atténuantes. Vous devez marquer. Je vous cite in extenso les mots de Laurent Gbagbo. Et il termine en disant, il dit, de tout temps, je vous donnerai les moyens pour le faire. Qu'est-ce que vous appelez cela, vous? Ça, c'est un démocrate qui tient ce genre de langage? Vous pensez que quelqu'un qui dit, je vous demande de mater, de réprimer, mais vraiment une répression extrême. Des Burkinabés. Non mais je vous dis, ah bon, il pouvait le faire aux Ivoiriens. Vous estimez qu'il pouvait le faire aux Ivoiriens? C'est vraiment ridicule, Saïd, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il a massacré des Je vous dis dans mon documentaire, vous allez voir. Et puis je te dis, il a dit ça pour tuer qui? Il y a eu 15 000 Burkinabés de tués en 10 années de règne de Laurent Gbagbo. Je vous fais un travail scientifique. Qui était au pouvoir en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Qu'il a envoyé tuer? Il y a une question que je vais vous poser. Il y a une question que je vais vous poser. Les gens sont morts tous seuls. Il y a une question que je vous n'avez pas lu des rapports. Vous n'avez pas lu des rapports d'Amnesty International. Mais Amnesty a dit quoi la semaine dernière? L'année dernière. Qu'est-ce qu'Amnesty a dit? Ah bon, subitement, je remarque que ces organisations sont devenues crédibles. Qu'est-ce que Amnesty a dit? Sous Laurent Gbagbo, on disait qu'Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme. Pourquoi tu ne parles pas du Nord? On disait que c'est... Madame, je vous rappelle mon documentaire, il est sur Laurent Gbagbo. Vous êtes venu pour débattre de mon documentaire avec Laurent Gbagbo. Vous êtes venu pour débattre de mon documentaire avec Laurent Gbagbo. Parce que tu dis des contre-vérités, c'est ça qui est vraiment... Alors, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, juste une question. Oui. Saïd Penda... J'ai parlé juste du panafricanisme. Je sais qu'on va parler aussi de l'anti-néocolonialisme de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a bâti tout son mythe autour de ça. Non, justement, parce que... Ce n'est pas un mythe, c'est un homme politique encore en action. Le mythe, ça vient après. S'il vous plaît, je vais vous démontrer par des preuves qu'il ne l'a pas été. Vous avez, au cours d'une interview que vous avez accordée à un quotidien ivoirien, vous avez dit que Laurent Gbagbo était un génie, mais un génie de manipulation des masses. Vous avez demandé de le comparer un peu à Hitler. Ah ben ça, je vous le dis. Ce n'est pas excessif. La propagande qu'il y a eu sous Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et qu'on va voir dans mon documentaire, il y a même eu la tentative d'un nouveau messianisme en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez voir dans mon documentaire des pasteurs évangélistes qui comparent la Côte d'Ivoire à Israël devant Gbagbo et qui disent que Laurent Gbagbo est cet homme le pasteur. Il était dans une église. Ça peut vous faire rire, mais ça a marché. C'est comme ça qu'on a endoctriné les gens en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo.
C'est comme ça que les gens ont été endoctrinés. Mais les gens sont... Est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, encore, il y a des Ivoiriens qui jeûnent 1-2 fois par semaine pour Laurent Gbagbo? Si ce n'est pas du messianisme, non, ça comment vous l'appellerez ça? Donc je viens à l'anti-néocolonialisme, parce que ça aussi c'est intéressant. Sur la manipulation des masses. Oui, la manipulation des masses. Qu'est-ce que vous en pensez? Des petites incantations. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mais tellement ridicule, parce qu'il y avait un discours politique. Et je suis vraiment choqué qu'un grand journaliste qui a été associé de presse et tout ça, n'a pas analysé le discours de Laurent Gbagbo pour venir me dire qu'un jour il a dit ceci et l'église. Bon, il était dans une église réveillée. C'est son affaire. Mais en ce qui concerne le programme de la refondation, qui est le programme de ce parti-là, on n'en débat pas. En ce qui concerne ce que tu appelles le messianisme, peut-être que dans son église, les gens disaient ça, mais dans le discours politique, c'était un discours de gauche. Je vais vous mettre, donc, si vous verrez mon documentaire. Je vais vous confronter, si aux faits dans mon documentaire. Quel fait? Les faits dans mon documentaire, vous verrez Laurent Gbagbo. Oui, mais amène ça à Ben Souda. Amène ça à Ben Souda. Madame, apparemment, il n'a pas ces images. Je fais un documentaire, madame. Non, il faut le donner là-bas. Le documentaire, il est ouvert, il est public. Alors, moi, ce que voilà, Ben Souda, il cherche des preuves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre quelques extraits de votre documentaire. Merci. Bon, ça ne va pas nous donner, on ne sait pas tout le documentaire. Au moins, vous pourrez savoir de quoi on parle. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder le documentaire en question au niveau de la réalisation? C'est l'histoire d'une ancienne colonie française. La Côte d'Ivoire est un havre de paix dans une Afrique de l'Ouest secouée par des guerres civiles et des coups d'État qui n'épargnent pratiquement aucune nation de cette région de l'Afrique. Au Nigeria et au Bénin, on enregistre pratiquement un coup d'État par an. C'est cet homme, Félix Houphouët-Boigny, qui a négocié et obtenu l'indépendance de son pays et devient le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Malgré l'indépendance, la France a un quasi-monopole sur les ressources de sa très riche ancienne colonie. Mais à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, une lutte de succession au sein de son parti oppose le sudiste Henri Konan Bédié au nordiste Alassane Ouattara. Dans le but de disqualifier son adversaire et ses sympathisants, M. Bédié crée le terme « ivoirité », qui distinguerait les Ivoiriens de pur sang, forcément du Sud comme lui, et ceux du Nord, comme son adversaire Ouattara, qui seraient des Ivoiriens aux origines douteuses, des citoyens de seconde zone ne pouvant donc prétendre à certaines fonctions, comme celle de président de la République. Après une période de graves troubles politiques et l'intermède d'un coup d'État, c'est finalement Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir. L'événement est perçu comme une lueur d'espoir. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, enfin ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent mais qu'est-ce qu'il a derrière? À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Les Français nous ont aidés. Moi, j'ai jamais eu le sentiment, il y a 3 ans et demi, que la République française avait tout fait pour dégager Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence. Et moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Je peux vous dire, hein, à l'époque, il y a des thèses contradictoires en France. Fallait-il éliminer Gbagbo ou pas? La France a tout mis en œuvre pour que le président Gbagbo soit éjecté du pouvoir.
circonstances nous contraignent à la lutte. Nous devons relever les défis. Il avait besoin, pour mieux assurer son pouvoir à l'intérieur, en particulier dans le Sud, par rapport à la jeunesse, de développer des sentiments anti-français. Et ces sentiments anti-français qui ont donné, à mon avis, l'assassinat de Jean Hélène. L'ONU va se réunir. Sarkozy dit quoi? Il ne faut pas utiliser l'arme lourde en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer un hélicoptère pour attaquer la Côte d'Ivoire comme la Libye. Venez ici, vous allez voir la vérité. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez que Laurent Gbagbo n'est pas à l'origine de la politique qui a expliqué la prise des armes par une rébellion en Côte d'Ivoire. Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique, ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes, armés de gourdins, de machettes, le verbe haut, extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait. Des petits marginaux, mais on dit pas Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis et une tendance génocidaire était déjà sur place. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. C'est des catégories de personnes, notamment, qui sont du Nord, qui sont de confession musulmane, qui étaient spécialement visées. Le massacre a été commis, a été fait par les différentes communautés, Malinké, Senfo, Baoulé et les ressortissants de la CEDEAO, les Burkinabés et les Maliens qui avaient assez souffert. Sinon, ce n'est pas les forces républicaines de la Ouattara. Ce qui était à un moment donné considéré comme inacceptable et inenvisageable en Côte d'Ivoire l'est devenu. Et donc effectivement, on a commencé à parler d'escadron de la mort, à avoir des éliminations physiques. Au-delà de notre petit pays, nous travaillons pour toute l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle, vous tous ici, à être dignes de l'Afrique. Avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait, une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. On ne va pas redevenir. Bon, je vois bien. Non, allez. Bon, vous avez vu un peu la bande-annonce, oui. Hein? Vous paraissez assez sceptique. Il n'y a rien. La bande-annonce est en train de dire que Laurent, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu Houphouët-Boigny, et puis il y a eu une lutte de pouvoir. Il y avait une constitution qui faisait de Bédié, président de l'Assemblée nationale, le successeur constitutionnel du président Houphouët-Boigny. Donc il n'y a pas eu une lutte de pouvoir au moment où Houphouët meurt. Il y a une constitution qui fait de Bédié son dauphin. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour le reste, je ne veux pas rappeler des choses ici. Mais Bédié... Est-ce que Henriette Ekoué est par exemple au courant qu'il y a eu un problème, une lutte de succession qui a amené Alassane Ouattara et ses partisans à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le RDR? C'est pas je vais te dire que ce n'est pas Ouattara qui a créé le RDR. C'est Denis Kobina. Attends, Denis Kobina n'était pas du Nord. Non, Denis Kobina, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi parler. Pourquoi tu as peur que je parle? Allez-y. Parce que tu as fait un documentaire sans bien connaître le pays dont tu parlais. Ah bon? Denis Kobina a fait un parti parce que Denis Kobina était parmi les modernistes du PDCI qui pensaient donc avec l'avènement de la démocratie, il fallait mettre un peu plus de démocratie dans le parti unique. Il n'a pas été entendu.
Jimmy Kobila et d'autres, qui est un enseignant, qui était, il est mort, qui était un enseignant et un syndicaliste comme Gbagbo, va donc créer le RDR. Et ce RDR cherche donc une personnalité de taille et ils prennent donc Ouattara dans le RDR. Mais le RDR est devenu après, paraît-il, l'instrument de vengeance des nordistes qui auraient été malmenés par Houphouët. Donald Forogo, il sort d'où? Lamine Fadiga, qui a été un grand ministre de la mer, qui a été un des ministres qui a modifié le droit de la mer, le droit international public, le chapitre du droit de la mer. Lamine Fadiga joue un rôle important, notamment dans la définition des eaux territoriales. Je crois que c'est à 200 000. Je crois que Mme Henriette est en train de nous perdre un peu, de nous éloigner du débat. Pourquoi tu as peur? Le débat, madame, si je peux me permettre. Je suis en train de parler des nordistes. Pourquoi tu as peur? Le débat, c'est sur les questions de Laurent Gbagbo. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir à ça? La question que je pose, donc. Oui. La question, c'était sur ça. Tu pouvais te taire de temps en temps et écouter. Allons-y, ça m'arrangerait un peu. Je pense que nous n'en avons il y a des moments où on discute. Alors, laisse-moi parler. C'était pour dire que des nordistes avaient des postes aussi importants dans le régime du Houphouët-Boigny. Et que moi, j'ai été étudiante avec des étudiants du Nord, des Djoula, qui étaient des boursiers. Et que Houphouët-Boigny, pour qu'il y ait un développement égal dans le pays, faisait chaque année la fête nationale dans un département différent. Ce qui veut dire que les nordistes, au fond, n'ont peut-être pas eu... Non, parce que... Non, tu parles du RDR. On s'éloigne. Non, on ne s'éloigne pas. On ne s'éloigne pas, parce que le RDR a donc la prétention, dans les années 2000... Mais oui, mais alors, attends, mais il faut supporter, tu me rappelles les faits. Parlons des faits. Parlons des faits. Là, on se perd, on va faire un cours d'histoire. Mais tu ne sais donc rien. C'est dommage. Comment tu as pu faire un documentaire et tu ne connais pas le pays pauvre de mandalistes? Ce que j'allais dire. Je le connais sûrement mieux que vous. J'y ai travaillé. Vous n'avez jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Moi, j'y ai vécu, j'y ai travaillé. Donc, en tant que journaliste, quand je parle de la Côte d'Ivoire, vous auriez la modestie et la sagesse et l'intelligence de m'écouter. Parce que quand vous parlez du Cameroun, bien qu'étant Camerounais, j'ai la sagesse et l'intelligence de vous écouter en l'intégré. Non, ne m'écoutez plus. Voilà. Parce que pour la Côte d'Ivoire, entre 2000 et 2011, vous êtes l'expert. Je peux vous dire, attendez. Assise au Cameroun, vous êtes l'expert de la Côte d'Ivoire. Mieux que moi, qui travaille en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Mieux que moi qui ai travaillé en Côte d'Ivoire. Vous êtes l'expert de la Côte d'Ivoire, mieux que moi. Tentative de coup qu'il y a eu. Non, je veux dire, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Bon, laissez-la terminer. La Constitution est adoptée en juillet 2000 avec cette réunion de tous les leaders politiques à Yamoussoukro. Les élections ont lieu. Ce n'est pas Gbagbo qui organise ces élections. On disqualifie certains candidats. Gbagbo est élu. Gbagbo est tellement élu que l'ambassadeur de France, qui constate que Guéhi Robert a suspendu la publication des résultats, débarque à la CEDI et demande au jeune joueur qui s'appelait Henri quelque chose, il lui demande de reprendre le décompte. Donc il est élu. Est-ce qu'il est bien élu? Est-ce qu'il est mal élu? C'était les forces politiques en présence en octobre 2000. Tout de suite, commençons d'abord la tentative de putsch de janvier 2001, les robinets étrangers qui se ferment, Afrique et sans faire le tour de l'Union européenne, de la Banque mondiale, on ferme les robinets. Après, on invente l'histoire de il faut boycotter le cacao ivoirien parce qu'il y a des enfants qui travaillent dans les plantations. Après arrive le départ du Parti socialiste du pouvoir en avril 2002 et le putsch a donc lieu en septembre. Je continue. 2002. Je continue, chers confrères, à penser que c'est bien dommage. Vous êtes une dame vraiment. Attendez, c'est pas les faits,
C'est pas les faits. Non, ne manie pas, donne-moi les faits. Non, ne manie pas, Saïd. Non, donne alors les faux. Vous savez, oui. Oui. Et moi, c'est pourquoi je dis, non, d'abord, je vous donne les faits. Vous parlez sur de la rumeur. Dans mon documentaire, vous verrez Laurent Gbagbo, dans un discours, on est en 2004, dire exactement tout le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Je vais dire, Laurent Gbagbo, en 2004, en pleine crise de novembre à Abidjan, Laurent Gbagbo, dans un discours, vous le verrez dans mon documentaire, en train de dire, quand je suis arrivé au pouvoir, et que je devais discuter avec les institutions internationales, les Français nous ont aidés. Vous n'avez pas vu ça dans la bande-annonce, vous avez entendu Laurent Gbagbo dire les Français nous ont aidés. Madame Alain Toupé, vous sortez d'où ces rumeurs que vous distillez au Camerounais? C'est avec ce genre de rumeurs que vous avez intoxiqué le Qui parle de rumeurs? Est-ce qu'enfin vous parlez de rumeurs? Moi je vous dis que dans le documentaire, on verra Laurent Gbagbo dire, même, il dit, même dans la rébellion, la guerre qu'il a opposée à la rébellion, Laurent Gbagbo dit, même dans cette guerre, les Français nous ont apporté toute l'aide des militaires souhaités. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit. Dans mon madame, et alors, où est-ce que vous pouvez sortir l'information? Madame, d'où vous sortez l'information en disant que oui, Laurent Gbagbo, tout de suite qu'il arrive au pouvoir, les Français ont lui fait les robinets par-ci. Mais les robinets, arrêtez d'intoxiquer les canaux. Je ne l'intoxique pas. Arrêtez d'intoxiquer les Africains. Nous ne sommes pas des minables sur ce continent. Nous sommes des gens qui réfléchissent. Ne nous arrêtons. Non mais attendez, ne nous ridiculisez pas. Moi je vous parle sur des faits. Je vous parle des discours de Laurent Gbagbo. Moi je vous parle. Je parle moi. Aligner des faits à partir desquels tu fais une analyse. Tu n'arrives pas. Le documentaire n'arrive pas. Des faits. Je vous parle d'un discours de Laurent Gbagbo. Ce qui s'est passé en 2004, dans lequel il dit Laurent Gbagbo. En 2004. Saïd, oui. Est-ce que vous avez, dans votre recherche, ce qui s'est passé en 2004. Vous avez pris quelques personnes, vous avez pris, j'ai vu Toussaint Alain par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres, j'ai vu aussi Etou. César Etou. César Etou qui est le responsable de la presse du FPI, l'autre voix, le journal. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre d'autres de ces partisans? Oui, non, en fait, qui vous ont donné un peu leur appréciation de l'affaire avec le recul? Je vais vous dire ma démarche qui m'a guidé tout le long de ce documentaire. J'avais besoin des faits. Vraiment des faits parce que j'ai travaillé pour un média, et je vais le répéter souvent, peut-être malheureusement, je suis désolé, j'ai travaillé pour un média qui est connu mondialement pour sa crédibilité parce que à la BBC, on nous dit toujours les faits, rien que les faits. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le casting que j'ai eu dans mon documentaire, toutes les personnes qui devaient parler, chaque chose que quelqu'un affirmait, il fallait qu'il m'apporte des faits. S'il ne m'apportait pas des faits, je ramenais des faits derrière ces déclarations pour montrer que ce qu'il venait de dire était vrai ou infirmer plutôt ce qu'il venait de dire. C'est la démarche tout le long du documentaire. Donc, oui, effectivement, nous avons pris des partisans de Laurent Gbagbo. Vous avez vu Toussaint Alain. Quand il parle, on les a laissés librement dire ce qu'ils voulaient. Toussaint Alain, par exemple, il ramène toutes les thèses qu'on connaît sur le complot français. J'ai gardé ça, mais après, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, voilà ce que Toussaint Alain dit, voilà ce que les pro-Gbagbo disent, mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est quoi quand Toussaint Alain dit, c'est les Français qui nous ont causé tous les problèmes parce qu'ils voulaient mettre la main sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Les faits sont têtus et méchants avec Laurent Gbagbo. Ces faits-là, c'est quoi? L'anti-néocolonialiste qui criait partout que les Français. Vous savez ce qu'il faisait, Laurent Gbagbo? 90% des marchés des travaux publics étaient accordés à Bouygues sur Laurent Gbagbo. Le port d'Abidjan, Madame Henriette Kouissa, vous le savez, il a été accordé de gré à gré. Au moment où Bolloré était chassé de Dakar par Abdoulaye Wade, Laurent Gbagbo accordait à Bolloré le port d'Abidjan de gré à gré. Au point où même l'institution la plus libérale du monde entier, la Banque mondiale, a dit non, il faut faire un appel d'offres. Laurent Gbagbo a dit dans mon pays, c'est moi le chef. Et c'est Bolloré qui aura le port. Mais vous pensez, vous, madame, non, ce sont des mentirs au fond. Madame, attendez, j'ai terminé, j'ai bientôt terminé. Vous pensez, vous, arrêtez quoi? Regardez les Camerounais les yeux dans les yeux. Regardez les Africains qui nous regardent aujourd'hui. Et dites-leur que réellement, Thomas Sankara ou Patrice Lumumba aurait accordé son port à
une compagnie étrangère, de plus une compagnie appartenant à l'ancienne puissance coloniale. Montrez-moi les faits, Madame Henriette Ekoué, de Laurent Gbagbo, l'anti-néocolonialiste. Je ne vous parle pas des discours, parce que vous n'avez que ça. Montrez-moi les faits, allez-y. Allez-y, montrez au Camerounais les faits. Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle des compromis. Alors vous n'avez pas les faits. Attendez, il ne comprend rien. Les faits, madame. Le compromis est un fait, monsieur, qui n'avait jamais fait d'analyse politique. Mais c'est incroyable. Alors où est le fait? Vous ne savez pas que le compromis, c'est un fait politique? Madame Henriette Ekoué, je vous demande les faits qui prouvent que vous êtes journaliste politique ou pas? Madame Henriette Vous Ekoué, faites quoi? Vous faites quoi dans l'analyse politique? Madame Henriette Ekoué, montrez-moi les faits. Vous êtes d'accord que ce n'est pas des faits? Elle nous parle des discours. Le compromis politique, vous savez ce que c'est? Je vous demande les faits, madame. Vous me parlez d'une analyse. Commencez par vous taire. Allez-y, donnez-nous les faits, parce que je les attends toujours. Oui, je vais me taire. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas assez de... Je vais me taire. Allez-y, donnez-nous les faits. Analyser un fait politique. Non, allez-y. Montrez-nous les faits. Madame Henriette Ekoué, montrez-nous les faits de Laurent Gbagbo, l'anti-néocolonialiste. Allez prendre un comprimé, peut-être que la tête ira mieux. Parce que si votre tête chauffe, les faits, madame, les Camerounais qui vous lorsqu'on vous met deux événements côte à côte, vous ne comprenez plus. Les Camerounais qui vous regardent attendent des faits. Moi, j'ai présenté des faits. Les marchés accordés à vous, les marchés accordés à Bolloré. Je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Je peux vous dire, madame, que Laurent Gbagbo, qui disait qu'il est anti-français, il n'a pas fermé la base militaire française en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez, oui ou non? Est-ce que vous le savez? Vous pensez que vraiment Lumumba allait laisser une base militaire belge dans son pays? S'il vous plaît. Ça, c'est une autre. Je peux vous donner d'autres faits. Est-ce que vous pouvez vous taire une minute pour comprendre une analyse politique? Monsieur Saïd, parle des faits, vous attendez une minute, je retrace. Non, s'il vous plaît, Saïd. Mettez ce bout dans des documentaires politiques si vous ne comprenez même pas. Arrête, Saïd. Vous ne comprenez rien. Saïd, arrête une minute. S'il vous plaît, je veux qu'on s'entende. Sinon, on ne s'entend plus du tout et ça devient une cacophonie. Je demande juste des faits. Non, j'ai compris. Mais Saïd, laissez-la parler. Vous parlez, on vous laisse parler. Elle écoute et vous passez la parole après. Allez-y, donnez-nous les faits. Lorsqu'on est en politique, on a un rapport de force qu'on analyse. Et le rapport de force peut vous indiquer qu'il ne faut pas ouvrir tous les fronts à la fois. Et le front français était le plus agressif vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan. Je peux comprendre, sans que je sois d'accord, je peux comprendre que pour ne pas ouvrir tous les fronts à la fois, il a pensé qu'en concédant, en redonnant à Bouygues l'électricité, les ponts, en donnant à Bolloré comment on dit ça? Le port, qu'il pouvait calmer la France. C'est une histoire de compromis politique. On peut ne pas être d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon pays. Je vais vous répondre. Moi. Attendez. Laissez-moi parler. D'accord. Quand on est en politique, il y a des compromis qu'on fait. C'était un compromis. Ce n'était pas... comment dire ça? Ce compromis n'a pas abouti, peut-être, à ces calculs. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas revu. S'il vous plaît, je vais... Non, laisse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas parler après. Bon. Donc, quand il y a un compromis, il peut arriver qu'on accepte de donner à son ennemi, qu'on lui concède quelques territoires pour qu'on puisse avoir la paix politique. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Attendez, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Sous la pression, il a fait ce qu'il a cru bon faire. Mais ça ne veut pas dire que Laurent Gbagbo n'était pas contre le néocolonialisme. Bon, madame. Qui c'est qui a parlé de créer une monnaie? Madame. Qui soit le MIR? C'est Laurent Gbagbo. Pour sortir du franc CFA. C'est Laurent Gbagbo. Ça aussi, c'est un fait. Madame, je note et je prends les téléspectateurs à témoin que vous reconnaissez que Laurent Gbagbo a concédé les ports d'Abidjan à 90% des marchés et que Laurent Gbagbo n'a pas fermé la base militaire française. Moi, ce que je veux que les téléspectateurs gardent surtout, c'est que, madame, est-ce qu'il en avait la force? Madame, nous avons eu, nous,
à connaître sur ce. Vous faites comme si Laurent Gbagbo était le créateur, le père fondateur de l'Afrique. Je suis désolé. Madame, je vais vous expliquer. Attendez donc que je vous explique. Madame, vous dites est-ce qu'il avait la possibilité? Non, je ne vais pas me larmoyer sur le sort de Laurent Gbagbo. Je vais vous dire moi, madame, on a vu Thomas Sankara mourir pour ses convictions. Vous savez pourquoi il a été tué? Vous savez pourquoi il a été tué, Thomas Sankara? Parce que madame, lui, il avait le courage de faire ce qu'il disait. Laurent Gbagbo ne faisait pas ce qu'il disait. Laurent Gbagbo, madame, c'était un imposteur, un illusionniste, un prestidigitateur. D'accord? Il disait des choses qu'il ne faisait pas. C'est ça qu'on appelle un prestidigitateur. On vous montre un œuf alors que c'était un jeu. Alors, madame, je vais vous dire en réalité, puisque vous avez fait l'analyse, vous voulez que nous rentrons dans le domaine de l'analyse politique? Eh bien, je vais l'analyser avec vous. Vous savez pourquoi Laurent Gbagbo concédait tout à la France, madame? Vous savez pourquoi Laurent Gbagbo concédait tout à la France? Laurent Gbagbo s'est tout simplement trompé d'époque. Je vais vous dire moi pourquoi. Il s'est trompé d'époque. Vous savez comment? Laurent Gbagbo voulait rééditer le mouboutisme. Vous savez, Mobutu dans le discours, c'était le plus grand anti-occidental. Dans le discours, au point où Mobutu est même allé jusqu'à demander aux Zaïrois de ne plus porter l'abacos. Vous savez comment il a créé l'abacos? Tout le monde connaît l'époque de l'abacos en RDC. Aujourd'hui, c'était... Il n'a pas dit qu'il est contre les Occidentaux. Madame, je vais vous expliquer. Je termine là-dessus. Laurent Gbagbo a voulu recréer le mouboutisme. Dans le discours, il voulait être l'anti-français des façades. Mais je viens, madame, je ne parle pas de... Madame, attendez, madame, vous me laissez dire des bêtises comme ça sur un plateau. C'est pas difficile, Mobutu n'était pas anti-français. Madame, laissez-moi terminer. Laurent Gbagbo a pensé qu'à partir du moment où il concédait tous les marchés aux Français, il pouvait tuer, massacrer, torturé en toute impunité, que les Français fermeraient les yeux dessus. Madame, sauf que l'époque, l'époque avait changé. Ça fait pitié. Vous connaissez-vous le charnier de Yopougon, madame? Allez là-bas. Vous avez entendu parler du charnier de Yopougon? Alors, s'il vous plaît. L'acte fondateur du régime de Laurent Gbagbo. Vous en avez entendu parler? J'étais là. Alors, s'il vous plaît, monsieur Penda. Monsieur Penda. Oui, alors, s'il vous plaît, une question que je vous pose. Madame n'a aucun argument. Il dit des bêtises. C'est dommage. S'il vous plaît. On va recentrer le débat. Vous allez avoir un débat intellectuel. Dommage. C'est compliqué là. Vous n'avez aucun fait. Vous parlez d'un pays que vous connaissez pas. Vous n'avez jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais vécu en Côte d'Ivoire. Moi, j'y ai vécu. Vous parlez de la Côte d'Ivoire en lisant. S'il vous plaît. Le sérieux aurait voulu que vous acceptiez de vous cultiver à travers ce que je vous dis, madame. Vous savez bien de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vécu en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas travaillé en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Parce que je connais bien le FPI. Je suis désolé. Je connais le programme de la refondation. Vous êtes dans l'incantation. C'est pas vous voulez des faits. C'est pas une incantation. Mais alors, on fait une transition, s'il vous plaît. Madame, dans mon nom de la refondation, madame, le FPI dont vous parlez, dans mon documentaire, le FPI dont vous parlez, dans mon documentaire, on montre les journaux de Laurent Gbagbo, le panafricanisme dont vous adulez tellement. On montre les unes de ce journal xénophobe. Vous allez voir ça dans mon documentaire. Oh là là. Saïd Penda et arrêtez quoi? Comment vous faites pour dire des choses comme ça? Que vous allez voir ça dans mon documentaire. J'espère que quand vous aurez vu le documentaire, vous allez réellement comprendre que vous êtes... Saïd, arrêtez quoi? Tu as donné quel fait là? Saïd, arrêtez quoi? Non mais je suis désolé. Venez vous asseoir à ma place. On s'assoit. Allez-y. Parce que je ne maîtrise plus rien. Allez-y, cher ami. Je maîtrise plus. Non mais je ne peux pas moi m'étaire. Mais non mais écoutez, à servir de la rumeur. Oui, mais Saïd, je comprends que vous soyez autant passionné. Arrête, Saïd. Mais on n'entend plus rien. Moi, j'ai rien retenu depuis 10 minutes, j'entends plus rien. Je suis désolé. Ça fait de l'entreprise, ça fait du bruit. J'entends plus rien. Alors, s'il vous plaît, je voudrais qu'on recentre rapidement. Merci.
J'espère. La première des règles, c'est que quand une personne a la parole, souffrez s'il vous plaît, qu'il puisse terminer, qu'elle puisse terminer, avant de prendre la vôtre, parce que sinon ça devient insupportable. Bon, alors, Saïd, est-ce que vous avez, quelle est la responsabilité que vous accordez, vous, au régime Ouattara dans tout ce qui s'est passé? D'abord, je veux préciser, le documentaire, vous savez, quand on fait un documentaire portrait, on fait le portrait sur la personne. J'ai fait un documentaire portrait sur les 10 années de règne de Laurent Gbagbo. Je suis, moi, encore en vie, et j'espère que je peux faire un jour un documentaire bilan sur Ouattara s'il le faut. Mais pour le moment, et sur ce que j'ai fait, et en se basant sur les faits, vous savez, Laurent Gbagbo porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vais m'expliquer. Pourquoi il porte l'entière responsabilité? Vous savez, la crise ivoirienne, elle est antérieure à Laurent Gbagbo en réalité. Et ça, je le dis en toute honnêteté dans mon documentaire. Mais quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il exacerbe toutes les crises qu'il y avait en Côte d'Ivoire, notamment la crise identitaire. Laurent Gbagbo, là où c'était la violence politique était verbale, elle devient physique, elle devient mortelle. Donc il emporte réellement toute la responsabilité. Et honnêtement, nous sommes au Cameroun. Vous savez ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire. Si on le fait au Cameroun, il y aura une guerre civile au Cameroun. Si brusquement vous commencez à interpeller les gens dans la rue, les policiers commencent à interpeller les gens dans la rue, qu'on voit dans votre carte d'identité, vous avez un nom qui s'appelle un nom Barga, ou un nom Owona, ou un nom Mba, qui sont des noms qu'on retrouve à la fois au sud du Cameroun, mais aussi au Gabon et en Guinée équatoriale. Si on déchire leur carte d'identité, vous aurez une guerre civile dans ce pays. Nous aurons une guerre civile au Cameroun. Parce que c'est ce qui s'est passé sous Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Quand on arrêtait les gens, on faisait les contrôles d'identité. Les policiers, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit les noms Diarra, les noms Ouattara, les noms Touré, les noms Traoré, qui sont des noms qu'on retrouve au nord de la Côte d'Ivoire, mais également des noms qu'on retrouve au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, on déchirait leur carte d'identité. On a voulu faire des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire des apatrides. Voilà, Madame Henriette Ekwe, la réalité qui fait déclencher la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez au moins. Vous ne pouvez pas refuser cela. Vous ne pouvez pas le nier. Où est la France dans ça? Sauf à me convaincre que c'est la France qui demandait à Laurent Gbagbo de faire d'une partie de ses concitoyens des apatrides. Arrêtez quoi? Ouais. C'est pas possible que vous racontiez ce que vous dites là. C'est des faits. D'abord parce qu'il y a une tradition en Côte d'Ivoire qui est la tradition d'accueil de tous les pays de la sous-région, des populations de tous les pays de la sous-région. L'autre tradition, c'est que Houphouët-Boigny a souvent employé des enfants, des gens venus des autres pays, dans son propre pays. Il y a eu des Burkinabés, il y a eu des Béninois, il y a eu tout le monde dans ce pays qu'on appelait la Côte d'Ivoire, qu'on appelle toujours la Côte d'Ivoire. Donc cette tradition-là, elle n'a pas disparu. Je vous rappelle quand même que pendant un moment, écoutez-moi, pendant un moment, le RDR a été l'allié du FPI. Merci. Je vais vous rappeler ça aussi. Non, vous ne l'avez pas rappelé. Il y a ça dans mon documentaire. Non, mais taisez-vous alors, laissez-moi parler, au lieu de dire n'importe quoi. Donc, la tradition d'accueil, et des noms comme Ouattara, il y en a beaucoup là-bas. Des noms comme Ouattara, il y en a plein. La preuve, c'est que le dernier gouvernement de Gbagbo, attendez, le dernier gouvernement de Gbagbo avait un Ouattara. Vous ne m'apportez pas la contradiction sur les faits que j'ai avancés. Quand on prenait les gens, les cartes d'identité, moi j'ai marché dans les rues d'Abidjan, même tard le soir, je n'ai pas vu les policiers arrêter les gens parce qu'ils sont du Nord. Je vous rappelle aussi que c'est en octobre. Moi j'y ai vécu. Oui, vous y avez vécu. J'y ai Mais le temps où moi j'y étais, je n'ai pas vu ça. S'il vous plaît. Et je vous rappelle que c'est Laurent Gbagbo qui a donné la nationalité à Ouattara en octobre 2005, à vertu d'une loi de la Constitution. Vous n'étiez pas là en octobre 2005. Madame, cet accord dont vous parlez est signé devant moi. Pretoria. Pretoria, c'est Pretoria qui donne à Ouattara la possibilité d'être candidat aux élections présidentielles, mais aussi à Henri Konan Bédié.
Non. Vous parlez de quoi? Attendez, c'est le président. Vous parlez de quoi, madame? Moi, j'y étais, vous n'y étiez pas. Attendez. J'étais à Pretoria. Moi, j'étais à Abidjan en octobre madame, s'il vous plaît. Moi, j'étais à Pretoria, c'est un accord de Pretoria. Pretoria a donné la nationalité. Oui, madame, c'est Pretoria. A donné les papiers. Madame, la nationalité. Pretoria a donné les papiers. Madame, écoutez-moi. Madame, écoutez-moi, la nationalité, elle existait. La nationalité de Ouattara, elle existait. Moi, je n'avais pas besoin qu'on la donne à quelqu'un la lui donne. Allez vous renseigner en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes au courant qu'un juge a été radié, a été obligé d'aller en exil parce qu'il a donné la décision de Ouattara? Oui. Je vous dis donc que Ouattara a eu la nationalité en octobre 2005. Et c'est Gbagbo qui lui donne la nationalité. Oui. Mais madame, d'où vous sortez ça? D'où vous sortez une telle rumeur? Vous n'étiez pas là. C'est une rumeur. Mais si, quelle rumeur? Mais allez vous renseigner. Donc vous ne saviez pas ça? Moi j'ai travaillé. Mais vous ne saviez pas ce petit détail. Madame, vous continuez à parler de la rumeur. Vous ne connaissez... Franchement, s'il vous plaît, chers confrères, j'estimais, je pensais qu'on va avoir un vrai débat. Arrête de dire des bêtises. Tu ne sais rien du tout. Sur des faits, mais je me rends compte que la personne que vous amenez, Ouattara a eu la nationalité en octobre 2005. Je constate que la personne que vous amenez pour me contredire est en train de ressasser. Et toutes les rumeurs qu'on ramasse sur Internet, je suis désolé. Moi, je parle sur des faits. Pourquoi cette dame que je respecte tant, pourquoi cette dame que je respecte tant perd la raison et son sang-froid quand il s'agit de la politique? Pourquoi est-ce que cette dame que je respecte tant perd allez vous renseigner. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Mais expliquez-moi cette énigme. Madame, il semble que vous êtes amie avec Laurent Gbagbo. C'est ça qui vous a aveuglé totalement. Restez journaliste, s'il vous plaît. Restez journaliste, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. C'est d'abord. Mais comment vous faites un compagnon de lutte. Mais comment vous pouvez venir sur un compagnon de lutte? Vous n'avez jamais lutté. Vous pouvez venir sur un plateau sérieux, d'une chaîne de télévision sérieuse, pour nous ressasser. Vous ne savez pas qui a donné la nationalité à Ouattara. Transition. Transition. Oui, mettez la transition. Il dit trop de bêtises, c'est pas possible. Vous connaissez ce qu'il y a dans les accords de Pretoria? Oh là là. Bon, alors, s'il vous plaît, la transition est finie, elle est terminée. S'il vous plaît, Saïd, moi, vraiment, je n'arrive pas à gérer cette position. Aujourd'hui, je suis dépassé, je l'avoue. Parce que Saïd est dépassé, il est obligé. Non, mais mettez-moi de... Moi, je prends une transition. Parce que moi, je ne sais pas, moi, je n'arrive plus à gérer le truc. Non, mettez-vous... Non, mais s'il vous plaît, mettez-y moins de passion, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît, est-ce que vous allez revenir les gens mais je n'arrive pas, si vous vous coupez tous à un moment donné, je n'arrive plus à m'en sortir. Je veux savoir quelque chose. Saïd, est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de M. Ouattara et notamment ce qui se passe actuellement, on peut dire que la paix est totalement revenue en Côte d'Ivoire, que la page Gbagbo est définitivement tournée? D'abord, je tiens à préciser que franchement, si vous vouliez, sur ce plateau, un porte-parole de Ouattara, il en a beaucoup. Je ne vais pas être moi ici, le défenseur du régime Ouattara, je n'en suis pas du tout. C'est l'observateur. Pas du tout mon l'observateur, je peux parler en tant qu'observateur et quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, qui travaille comme journaliste en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des faits aussi. Tout le monde peut remarquer que depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, effectivement, la paix est progressivement revenue. Il y avait encore une sorte de trouble résiduel, notamment dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, mais c'est une partie qui est totalement sécurisée aujourd'hui, avec notamment les patrouilles mixtes entre les troupes, les casques bleus de l'ONU et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La paix, oui, elle est revenue. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens se sont réconciliés? Non, je dirais non, parce que aujourd'hui encore, les Ivoiriens sont divisés en partisans de Gbagbo et qui gardent une sorte de rancune et qui nourrissent un sentiment de revanche. Et je pense que c'est à ce niveau que le régime actuel peut-être devra encore beaucoup travailler. D'accord. Alors, arrêtez quoi? Qu'est-ce qui vous amuse? Est-ce que Saïd a fait? Non, parce que là, on est en train de parler, parce que j'ai lu dans l'interview que Saïd a fait au journal Nord-Sud ou au quotidien. C'est pas vous, un quotidien ivoirien. Africa 7, voilà, Nord-Sud. Vous avez dit que vous préférez me vivre à la Côte d'Ivoire actuellement, là, que de vivre au Cameroun.
Vous l'avez dit. Ah oui, tout à fait. C'est un pays très accueillant. Je me sens très bien en Côte d'Ivoire. Je vais juste vous donner un exemple. Quand j'ai quitté l'Union européenne, mon premier projet, c'était de créer mon entreprise au Cameroun. J'avais un mal, et j'ai toujours un mal de cet espace où je suis né, mais que je préfère ne pas appeler mon pays parce que je veux avoir comme pays l'Afrique. Donc j'avais un mal terrible de cet espace où je suis né et où j'ai grandi. Donc j'ai voulu créer ma société au Cameroun. Mais vous connaissez tous, et là, vous allez peut-être me réconcilier avec Henriette Ekoué. J'ai passé, au bout de plusieurs semaines, il n'était pas possible pour moi de créer mon entreprise. En Côte d'Ivoire, en 72 heures, j'avais mon registre de commerce et mon entreprise était créée. Donc pour vous, la Côte d'Ivoire, le Ouattara, actuellement, elle est bien, elle est bonne. La Côte d'Ivoire est bonne, mais c'est l'ambiance générale en réalité qui a changé. Je vous le dis, et demandez à des étrangers qui ont vécu en Côte d'Ivoire durant les 10 années de règne de Laurent Gbagbo, il y avait une tension et une ambiance xénophobe très présente. Je n'aurais pas créé mon... Ah non, c'est fini. Le discours xénophobe a totalement disparu. C'est des faits, ça aussi. La télévision ivoirienne, par exemple, n'est plus cette espèce de forum à l'invective permanente qu'elle était sous Laurent Gbagbo, où on passait la journée vraiment dans les médias publics à insulter tout et n'importe qui. Aujourd'hui, on a une chaîne de télévision qui a peut-être encore des lacunes, et moi j'ai beaucoup de critiques que je peux encore faire sur la chaîne de télévision ivoirienne publique, mais au moins il n'y a plus ce discours haineux. Laurent Gbagbo, vous savez, il a prospéré dans la détestation du français, la détestation de tous les étrangers, la détestation du burkinabé, la détestation du malien. Donc il a vécu dans la détestation. Aujourd'hui, cette ambiance de détestation n'existe plus, et la plupart des gens qui vivent en Côte d'Ivoire vous diront que la paix est revenue et ce pays est redevenu accueillant. On retrouve, parce qu'il faut le dire, les gens ne le savent pas, Henriette Ekoué l'a un peu effleuré tout à l'heure, la Côte d'Ivoire avant Laurent Gbagbo, vous savez, c'était une république de panafricanisme concret. Est-ce que vous savez que c'était sûrement l'unique pays en Afrique où on a eu un directeur de cabinet ministériel qui était à l'étranger? Quand vous arriviez en Côte d'Ivoire, on ne vous demandait pas d'où vous venez, d'où vous sortez. Vous êtes africain, vous avez une compétence, c'est ça qui les intéressait. De plus en plus, on commence à retrouver cette Côte d'Ivoire-là aujourd'hui. D'accord. Alors arrêtez quoi. Sur la Côte d'Ivoire, post-Gbagbo, qui apparemment se porte très bien. Non, moi je lis, je vois ce qui se passe à la télévision, je lis les journaux sur Internet, et je ne vais pas donner un sentiment sur ce qui se passe là. J'ai entendu, j'entends souvent des bruits de bord ici ou là, mais d'une manière générale, si les Camerounais se sont attachés à Laurent Gbagbo, ce n'est pas son discours politique, ce n'est pas Henriette Ekoué. Deuxièmement, le Cameroun a eu une histoire, une glorieuse histoire de lutte armée pour chasser le colon français. Et lorsque le Cameroun a vu les similitudes dans l'attitude de ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire, alors le peuple camerounais s'est révolté. Ce n'est pas Henriette Ekoué. Il y avait des jeunes qui disaient, si c'est comme ça, nous on va aller combattre là-bas. Parce que la mémoire collective ne disparaît jamais. Et cette mémoire collective, et c'est vrai que vers la fin, Blé Goudé a brandi le livre de Thomas Deltobe. Je crois que vous ne l'avez pas lu parce que c'est sur l'UPC, ça doit être trop compliqué pour vous. A brandi ce livre pour dire notre combat est peut-être aussi le combat des Patrice Lumumba, le combat des UPCistes. On peut, attendez, laissez-moi finir. Oui. Bon, non, ne me dites pas vite. J'ai le droit de parler. Attention. Ah oui. Allez-y. Ouais, si vous ne pouvez pas supporter, ben, ce n'est pas la peine d'écouter. Mettez des boules pièces. C'est ce que je veux dire. Oui, parce que quand on n'a jamais lutté, évidemment, quand on parle de ces choses-là, on est très énervé. Dans le discours. Mais la lutte commence par le discours. Je vous parle des faits. On n'est pas dans les faits. On me demande ce que je pense du régime de Ouattara. Vous n'avez pas entendu la question. Donc, je ne peux pas répondre là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une histoire entre le FPI, le PDCI, le RDR ou le RHDP. C'est maintenant une affaire entre Ivoiriens. D'abord, je suis
Laurent Gbagbo est mon compagnon de lutte. C'est vrai. Parce que nous tous, et la jeunesse camerounaise de l'UPC clandestine, et les jeunes qui étaient à l'époque, étaient en lutte contre le parti unique et le régime néocolonial de Yaoundé et d'Abidjan. Et donc, je vais juste... Non, tu n'as rien à dire. C'est pas si vous avez fini. Non. Vous allez monopoliser la parole à la fin. Mais attends, tu as beaucoup parlé. Hein. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, je répète qu'il y a souvent la victoire des vaincus. Aujourd'hui, quand je regarde les plateaux de télévision au Cameroun, il est de plus en plus question, 50 ans après la disparition des Mouniers, que ici, ils avaient eu raison. Parce que l'histoire leur a donné raison. Donc, Gbagbo est parti, c'est fini. Je ne sais pas moi qui vais ramener Gbagbo par mon discours. Mais, comme a dit Wandié, devant le tribunal militaire à Yaoundé, en 1970, l'histoire jugera. Je pense, madame, que comparer Laurent Gbagbo au grand personnage de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, il faut rappeler que le Cameroun est avec l'Algérie les deux seules anciennes colonies françaises où il y a eu une guerre d'indépendance. Au Cameroun, la France a commis des crimes contre l'humanité. Je suis d'ailleurs en train de faire un travail dessus qui fera l'objet d'un documentaire. On a incendié des villages. On a incendié, madame, on a incendié des villages entiers, comme vous le savez. Madame, on a incendié des villages entiers, comme vous le savez, au Cameroun. D'accord? Et honnêtement, comparer Laurent Gbagbo, qui était plus dans le discours, et qui était plus dans l'intoxication mentale, qui était plus dans la manière... Madame, je viens. Oumyobé a pris les armes, il a lutté contre les Français, il a payé de sa vie. Laurent Gbagbo n'a pas lutté contre les Français, je suis désolé. Madame, oui, mais pourquoi pas s'il le fallait? Il aurait été plus en cohérence avec son discours. Pourquoi vous voulez qu'on se limite à des discours, madame, s'il vous plaît? Ayez du respect pour les Camerounais, ayez du respect pour les Africains. Ok? Je vous parle des faits. Laurent Gbagbo s'est limité à du discours, il n'a jamais posé un seul acte, il n'y a pas un seul fait qui prouve qu'il était anti-néocolonialiste. C'est archi faux, madame. Ouvrez les yeux. C'était votre ami. Ça vous aveugle peut-être cette amitié. Mais ouvrez les yeux. Je vous confronte aux faits. Et les autres Camerounais, pourquoi ils ont plongé dans les Camerounais ont plongé dedans. Pourquoi? Je vais répondre. C'est la belle question. Je vais vous répondre. Madame, les Camerounais ne sont pas bêtes. Ok? Les Camerounais ont pensé voir en Laurent Gbagbo ce qu'il disait dans ses discours. Mais malheureusement, et aujourd'hui, madame, vous savez, vous avez assez intoxiqué cette opinion. Non, mais vous étiez là. Je vais vous dire, vous avez assez intoxiqué cette opinion camerounaise. Et à partir de maintenant, avec les faits que j'apporte à l'opinion camerounaise, parce que vous savez, c'est le seul pays certainement au monde où, quand vous allez dans un stade de football, madame, laissez-moi terminer, c'est important ce que je vais dire. Vous savez, le Cameroun est le seul pays, comme tout le monde le sait, où quand nous jouons un match de football, si l'équipe adverse qui vient jouer contre les Lions Indomptables joue mieux que les Lions Indomptables, les Camerounais commencent à applaudir cette équipe. Ça veut dire que c'est un peuple qui tient foncièrement à la vérité. La vérité sur un stade de football, c'est le meilleur qui joue et les Camerounais les supportent. À partir du moment où je vous parle, madame, à partir de ce moment où les Camerounais ont désormais les faits, qu'ils savent que Laurent Gbagbo, 90% de son régime, 90% des marchés, des travaux publics et de construction sous son règne ont été confiés à Bouygues et que Laurent Gbagbo a concédé le port d'Abidjan à Bolloré et que Laurent Gbagbo n'a jamais fait fermer la base militaire française. À partir de ce moment, madame, les Camerounais vont comprendre qu'ils se sont fait tromper. Laurent Gbagbo, il a escroqué les Camerounais et les Africains. Il a fait les Camerounais, madame. Je suis désolé. D'accord. Alors, donc pour vous, en fait, les Camerounais étaient roulés. Alors, vous avez... Les Camerounais n'étaient pas idiots, justement. Ils n'avaient pas l'information. Maintenant, ils l'ont. Alors, vous avez présenté vos excuses au nom de tous les Camerounais dans ce journal-là. Vous avez dit, au nom de tous les Camerounais,
je présente des excuses aux victimes de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous allez parler un peu loin quand même, parler au nom de tous les Camerounais? Ah non, je suis Camerounais. Quand je suis quelque part, là où le nom de mon nom est sali, quand je le défends, le nom de mon nom, je ne le défends pas en mon nom. Je ne le défends pas pour mon seul intérêt. Je le défends pour tous les Camerounais. Vous savez, je ne suis pas le seul Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire. Mais ça ne se limite pas qu'à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand moi je fais ces films, c'est aussi une manière de restaurer la fierté du Cameroun. Ah, nous y voilà. Mais oui, madame. C'est une manière, madame, vous savez, c'est pour dire, madame, c'est pour dire aux imposteurs comme Laurent Gbagbo, madame, c'est pour dire aux imposteurs comme Laurent Gbagbo qu'il a beau prospérer dans son imposture et son mensonge, il y aura des Camerounais à un moment qui vont dévoiler et révéler cette imposture. Je ne suis pas le seul à le faire, il y a d'autres Camerounais qui le font déjà. Est-ce que les Camerounais, vous avez tenté d'expliquer, ces Camerounais ne sont pas excessifs en se mêlant des affaires intérieures d'un pays étranger. Moi j'étais en Côte d'Ivoire en juin. J'ai rencontré, avec d'autres journalistes camerounais, les plus hauts responsables ivoiriens. Et tous nous ont posé des questions, et même dans la rue. Mais pourquoi le Cameroun, en guillemets, comme on dit souvent, achète des problèmes ivoiriens? Pourquoi vous mêlez-vous? Il y en a qui sont allés plus loin. Vous avez vos problèmes chez vous, mais vous ne les réglez pas, vous venez régler les problèmes ivoiriens. Il a tenté d'expliquer. Vous, votre explication est laquelle pour justifier cela? Non, moi Pour justifier le soutien des Camerounais, c'est ça? Oui, passionné par la crise ivoirienne. Il y a un sentiment qui vient d'un contentieux historique chez nous. Je suis tout à fait d'accord. Non, ne dis rien, s'il te plaît. Attends que je finisse de parler. Il y a un contentieux historique chez nous. Et ce contentieux historique ressurgit chaque fois que nous sommes en face d'une situation où on voit la domination de la France ou la tentative de domination de la France sur un régime. Et lorsque l'apothéose, entre guillemets, c'est le bombardement de la présidence de la République, un tapis de mort sur la place publique. Et ce qui s'est passé en 2004, avec la fusillade devant l'hôtel Ivoire. Vous allez voir 2004 dans mon documentaire, puisque vous n'en savez rien du tout. Ce n'est pas la peine que tu parles de ça. Vous n'en savez rien du tout, en fait. Ce n'est pas la peine que tu en parles. Parce que toi, tu es dans ton camp. Ah non, justement, c'est vous qui avez un camp. Moi, je suis dans le camp de la vérité, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez tous mes autres documentaires. S'il vous plaît. Madame, non, laisse-moi finir. S'il vous plaît. Laissez-le terminer. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette mémoire collective, qui sait ce qui s'est passé dans notre pays, a curieusement ressurgi, oui monsieur, en 2010, 2011. Quand vous pensez qu'au marché central... 2010-2011. Oui, c'était avant ça, madame. Non. Laissez-la terminer. Quand vous pensez que tous les jours, au marché central, les gens s'arrêtent à 14h, 13h de Douala pour regarder le journal de RTI et suivre de la RTI et suivre le débat qu'on appelait raison d'État. Quand vous pensez qu'il y a eu des colonnes de mototaxis qui sont allés manifester devant des télévisions privées pour dire on est fâché parce qu'on a bombardé le palais. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit allez là-bas. C'est que ce sentiment a pris dans les masses camerounaises. Et ça veut dire que ce contentieux historique est encore en train de jouer. C'est tout. Alors, je vais rebondir. Oui, rebondissez, oui. Je vais vous dire, madame, vous avez fait une excellente analyse des raisons pour lesquelles les Camerounais... Laissez-le parler. Allez-y. Quand même, je vous dis que vous avez fait une excellente analyse sur les raisons pour lesquelles les Camerounais, en réalité, le problème des Camerounais, ce n'était pas Laurent Gbagbo. Les Camerounais ont transposé leurs vieux contentieux coloniaux et qu'ils sont avec la France. Et en réalité, mais là où le bas blesse, moi, si madame, je vais vous le dire très honnêtement, si j'avais été au Cameroun, tout ce temps-là,
Si je n'avais pas vécu en Côte d'Ivoire, si j'avais été au Cameroun tout ce temps qu'a duré la crise ivoirienne, j'aurais moi aussi été parmi les Camerounais qui étaient prêts à aller combattre et défendre le régime de Laurent Gbagbo. Mais madame, je termine. Pourquoi vous avez parlé, je vous ai écouté, je vous ai laissé terminer. Donc, je serais moi parti, moi aussi, défendre le régime Gbagbo. Mais parce que moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et que j'ai des éléments que l'ensemble des Camerounais n'ont pas eu. Madame, ok? À cause de cela, je peux moi vous parler et vous conter la Côte d'Ivoire que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas travaillé là-bas. Vous n'avez pas travaillé là-bas, madame. Madame, respectez au moins, madame, respectez au moins, respectez quelqu'un comme moi qui a travaillé à la BBC en Côte d'Ivoire, qui a vécu. Ça veut dire que je connais mieux la Côte d'Ivoire que vous. C'est là-bas qu'il y a les frais. Madame, je connais la Côte d'Ivoire que vous. Ok? Non, il faut bien que tu rentres. Madame, écoutez, on va pas transformer. C'est un débat. On va pas transformer ça en petite discussion dans la rue. On va pas discuter. On va pas. Donc ici où on est là, c'est pas les faits. Personne ne l'a dit. Attendez, une minute. Ah bon? Tu l'as dit. Une minute, il me reste. Madame, c'est pas une discussion sur un marché. On est dans un débat. C'est pas une discussion dans un marché. On est dans un débat, madame. Pourquoi tu dis ça alors? Voyez, quand tu étais à la BBC, là-bas c'est les faits. Ici c'est quoi? Madame, c'est quoi? Qui a dit que la STV ne donne pas les faits? Pourquoi tu dis que toi tu étais à la BBC, là-bas c'est les faits, non, ici c'est pas les faits? Parce qu'il y a des médias, madame, qui ne sont pas attachés aux faits comme à la BBC. Je suis désolé, ça peut vous choquer, mais ça s'il vous plaît, une minute, Saïd, est-ce que quand vous faites ce documentaire à ce moment précis, qu'il y a ce procès contre M. Gbagbo qui se trouve à la Haye, que Mme Fatou Bensouda, la procureure, n'arrive pas à trouver véritablement, a eu des problèmes à trouver une accusation solide, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut prêter à controverse? Oui, et ça, vous posez la question de l'opportunité, du timing de sortie du documentaire. L'opportunité, en fait, pourquoi je sors ce documentaire maintenant? Tout simplement parce que c'est maintenant que je l'ai fini, le documentaire. Je n'aurais pas pu sortir mon documentaire il y a 1 an, je n'avais pas encore terminé. Je n'aurais pas pu le sortir il y a 5 ans, je n'avais même pas encore commencé à le tourner. Donc je le sors maintenant. Maintenant, l'autre question que vous vouliez savoir et que beaucoup de journalistes m'ont posé souvent, c'est de dire, est-ce que je ne viens pas avec un documentaire qu'on considère à charge contre Laurent Gbagbo, mais moi, je m'évertue tout le temps à dire aux gens, c'est pas mon documentaire qui est à charge contre Laurent Gbagbo, mais ce sont les faits qui sont à charge contre Laurent Gbagbo en réalité. Donc ce documentaire, s'il pouvait aider la Cour pénale internationale à confondre Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'objectif que j'avais en tête en faisant le documentaire. Mais si ce documentaire pouvait aider à confondre Laurent Gbagbo devant la CPI, le défenseur des droits de l'homme que je suis n'en serait que très ravi. Ça, c'est un héritage que j'aimerais moi léguer à mes enfants. Pour cela, je serai prêt à mourir. J'espère que vos magnétos enregistrent parce que je suis peut-être en train de faire mon testament. Les pro-Gbagbo me menacent tous les jours de mort. Ça va, ils ont quelle force? Les pro-Gbagbo me menacent tous les jours de mort sur Internet, partout. Est-ce que vous avez pu diffuser votre documentaire à Abidjan? Oui, le documentaire, il a été présenté en avant-première à la presse, exactement le même exercice que je voulais faire ici. Il a été présenté à la presse et j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que les journalistes pro-Gbagbo qui étaient dans la salle, dans tous leurs papiers, ils n'ont pas pu critiquer l'œuvre. Parce qu'il y a tellement de faits forts dans ce documentaire qu'il est en lui-même inattaquable. Vous savez ce qu'ils ont attaqué après? On laisse nos documentaires parce qu'on ne peut pas l'attaquer, on attaque le réalisateur. On dit qu'il a été acheté par Ouattara. Honnêtement, vous pensez-vous que moi je ferais l'injure à l'ensemble du peuple camerounais qui presque de manière unanime a soutenu Laurent Gbagbo? Je vais leur faire l'injure qu'eux aussi ils auraient été achetés par Gbagbo? Mais non, arrêtons cela, soyons sérieux. Les gens défendent des positions parce qu'ils croient à quelque chose. Mais aujourd'hui maintenant, un compatriote à eux est venu. Il leur a montré la vérité pour dire on s'est laissé tromper par un imposteur. Il nous a fait, il nous a escroqués.
vous allez voir, très rapidement, les Camerounais vont tourner dos à Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut que les Camerounais se recentrent et reconcentrent sur la gestion du Cameroun. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire sur la gestion de notre pays. Vous comptez faire un documentaire aussi sur le Cameroun? Écoutez, j'espère que vous ne voulez pas que je me retrouve déjà en exil avant même d'avoir commencé mon documentaire. Et surtout, non, attendez, et surtout, j'espère que vous ne voulez pas déjà tuer mon documentaire avant qu'il ne commence. Ce que les gens ne savent pas, c'est que mon documentaire sur Laurent Gbagbo, j'ai tourné presque dans une quasi-clandestinité. Vous pouvez, oui, j'en viens, madame. Je le dis en public et je l'ai dit en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Communication de la Côte d'Ivoire ne m'a jamais accordé d'accréditation. C'est un fait, ça, madame. Je le dis publiquement. Si c'était un documentaire, comme vous le dites, dans votre confidence, qui aurait été commandité par Alassane Ouattara ou par les pays occidentaux. Si c'était le cas, madame, ce documentaire, j'aurais obtenu toutes les accréditations avant même d'avoir démarré mon tournage. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'accréditation. Oui, il y aura un documentaire sur le Cameroun, mais je ne vous dirai pas quel sera le titre, ni quel angle ce documentaire va avoir. Laurent Gbagbo est aujourd'hui jugé à la haie. Est-ce que vous pensez qu'il doit y être seul? Est-ce qu'il n'y a personne du camp d'en face qui doit être avec lui là-bas? Ah non, moi, écoutez, je n'ai pas d'avis à émettre, ni sur Laurent Gbagbo qu'on devait prendre, ni sur quelqu'un d'autre qu'on doit prendre. La CPI est là, c'est une cour indépendante. Si elle veut prendre Ouattara, qu'elle aille le chercher. Si elle veut prendre Sorobio, qu'elle aille le chercher. Je ne suis pas sur ce plateau, je n'ai pas fait mon documentaire pour défendre qui que ce soit. C'est à la CPI de faire ses inculpations et de poursuivre les gens qu'elle veut poursuivre. Arrêtez quoi? Oui, mais oui, on voit tout de suite les limites. Bon. Saïd est un redresseur de tort. Il dit donc que dans son pays, lui il est Camerounais, il aime son pays, mais il préfère vivre en Côte d'Ivoire. Mais il est en train de nous dire qu'il aime tellement son pays qu'il faut absolument qu'il redresse la vérité. Malheureusement, Saïd, tu peux garder ce documentaire, le montrer à tous les Camerounais. L'opinion des Camerounais a été forgée par la masse d'informations que les Camerounais ont reçues. La rumeur que vous serviez aux Camerounais, vous voulez dire. Pourquoi vous dites des bêtises? La rumeur que vous serviez aux Camerounais. La rumeur. Mais pourquoi vous dites vous serviez la rumeur aux Camerounais? Pourquoi vous dites ça? Mais c'était vrai, madame. Vous n'avez aucun fait. Nous venons de passer presque 2 heures du temps à dire présentez-nous des faits sur la Côte d'Ivoire, vous en êtes. S'il vous plaît. Vous êtes alors malade. S'il vous plaît. Parce que quand quelqu'un vous dit, il s'est passé telle chose. Il s'est passé telle chose. Vous savez, l'injure, c'est une preuve de faiblesse. Vous n'avez plus d'arguments. Vous dites c'est un malade mental. Vous dites c'est un malade mental. Vous n'avez plus d'arguments. Madame, j'ai beaucoup de respect. Même pour un gamin, je ne le traiterai pas de malade mental, encore moins. Mais vous êtes en train de me traiter de manipulatrice. Écoutez, madame, je dis tout simplement que je dévoile ce que vous avez fait de tort aux Camerounais. Pendant 10 années de régime Gbagbo, vous avez servi de la rumeur aux Camerounais. Ils le constatent tous aujourd'hui. Pendant presque 1h30, je vous ai demandé les faits. Sur le panafricanisme de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas un seul. Moi, je vous ai donné des faits qui n'étaient pas panafricanistes. Je vous ai demandé des faits sur l'antinéocolonialisme de Laurent Gbagbo. Vous avez convenu, vous avez avoué avec moi qu'effectivement, il a donné... Vous avez dit... Oui, effectivement, il a accordé les marchés, tous ces marchés aux Français. Mais les Camerounais l'ont vu. Madame. Mais attendez, je vais vous dire. Dans ces cas où est l'antinéocolonialisme? Le discours, ça tout le monde peut le faire. Tout le monde peut parler. Attendez, vous avez déjà lutté même où? Apportez-moi un peu votre vie. Attendez, apportez-moi un peu votre vie. On ne va pas personnaliser le débat. On ne parle ni de vous ni de moi. On vous parle des faits. On vous parle des faits. Madame, on vous parle des faits. Calmez-vous, gardez votre sang-froid. Alors ne venez pas dire n'importe quoi. Gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid. Ne venez pas dire ça. S'il vous plaît. Bon, ne coupe pas, j'ai quelque chose à dire. Tu as déjà coupé. Non, pas encore. Allez-y. Ce que je voulais dire, à propos, on parlait de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois que cette question-là... Non, on parlait de la CPI, est-ce que machin est responsable du partage?
Alors, la responsabilité partagée, moi, je constate qu'elle n'est pas là. Ce que je voulais vous dire, justement, c'est que quand vous parlez des rumeurs que colportaient les Henriette Ekoué et tout, vous oubliez que RFI faisait un travail d'information. Mais voilà, c'est à cause de vous, madame, à cause de ce discours criminel qu'on a tué 2 journalistes français. Arrêtez cela, s'il vous plaît. Arrêtez cela. Vous êtes journaliste quand même. Au moins, il y a la solidarité de corps. Vous parlez de quoi? Vous dites quoi? RFI, c'était l'instrument qui distillait de la... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... Mais c'est à cause de ce discours de Paul Gbagbo qu'on a tué Jean-Hélène, madame. Mais tu sors d'où, toi? Qu'est-ce que vous racontez, madame? Mais qu'est-ce que vous racontez aux gens? Vous vous croyez dans la rue, madame? Nous sommes sur un plateau de télévision. Mais alors, on parle à des millions de personnes. Vous avez dit que nous, on vous a intoxiqués. C'est pas croyable, ça. Vous avez dit une journaliste... Attendez. Moi, j'étais à la BBC, dont nous étions aussi achetés. La BBC était achetée. Je ne sais même pas si tu as fait le contrat. La BBC était achetée. N'est-ce pas, madame? La BBC aussi était achetée. Il n'y avait pas que l'intoxication. Il y avait aussi RFI. Voilà. La diffusion de cette émission est diffusable dimanche prochain. Vous devez quand même avoir compris ça. Mais toi, tu devrais avoir Bonsoir. dit des choses Les comme ça sur un plateau. Bonsoir. Franchement, journaliste. Unproductivity, fear, anger, and frustration are all downgrading elements that push people on the low, thus threaten development in any society. But what do we see? Is the time for all the sisters-in-laws and brothers-in-law to revenge? To avenge what? What have you done? Voicing out views and grievances on such social-related issues ends the cycle of stress, pain, and torment. You know, is to sustain each other, to accompany them in everything they do in life. So it comes back to how you communicate with your spouse. That's the only way you can combat that kind of problem. And then many people don't even know what they're doing, but they're hurting their children. Distinct Your Battle every Saturday is from 3 p.m. on STV.